Fake News de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Alors vous l'aurez évidemment remarqué, Immédiat fait peau neuve. Nous avons voulu vous proposer une émission toujours plus dynamique et agréable sur la forme, sans rien sacrifier sur le fond. C'est une première, nous espérons que cette nouvelle mouture d'Immédiat va vous plaire. Et un dernier mot, chers téléspectateurs, avant de commencer l'émission. Nous vous rappelons, pour ceux qui regardent Immédiat sur le site de TV Liberté, que cette émission est également disponible sur la chaîne YouTube de Jean-Yves Le Gallou. Voilà, maintenant, place au sommaire. Villeurbanne, islamisme et relativisme. Un migrant afghan a poignardé mortellement un jeune Savoyard de 19 ans et blessé plusieurs personnes. Les médias ont tout fait pour relativiser l'attaque islamiste. Revue de presse. Dans cette nouvelle rubrique, nous balayerons quelques actualités médiatiques particulièrement intéressantes. Censure, bien-pensance et même folie végane, il y en aura pour tous les goûts. Condamnation inique, silence médiatique. 3 militants identitaires ont été iniquement condamnés pour avoir mené une opération symbolique de sécurisation des frontières dans les Alpes. Les médias ont fait profil bas. Vers le réveil allemand. Pour clore l'émission, Jean-Yves Le Gallou analysera la hausse notable des scores de l'AfD en Allemagne. Et pour commencer cette émission, une nouvelle rubrique, l'image de la semaine. Et cette image, Jean-Yves, c'est celle de Timothy. Oui, Timothy, c'est ce jeune Européen, ce jeune héros européen, on peut dire, qui a voulu s'opposer à l'islamiste afghan qui était dans une action terroriste et qui en est mort, qui a été tué. Ça rappelle un peu, mais c'est encore plus grave, l'histoire du jeune marin, toujours à Lyon d'ailleurs, qui s'était opposé à l'agression d'un couple et qui s'est retrouvé handicapé à vie. Passons au premier sujet, Villeurbanne, islamisme et relativisme. Un Afghan a donc poignardé mortellement le jeune Timothy et blessé plusieurs autres personnes. Et si plusieurs témoins n'ont pas manqué de souligner la motivation islamique du tueur, eh bien, le procureur a préféré insister sur son état psychiatrique. Bien que sans antécédent psychiatrique connu, il a fait l'objet d'une première évaluation psychiatrique ce matin, dans le temps de la garde à vue. L'expert psychiatre évoque un état psychotique envahissant, avec délire paranoïde à thématiques multiples, dont celle du mysticisme et de la religion. Bon, alors c'est tout à fait clair, c'est classique. On écarte la motivation religieuse, on écarte la motivation islamiste et on dit ah bah, c'est un fou, c'est un fou. Voilà, il y a beaucoup de fous quand même chez les migrants, parce qu'à chaque fois on nous fait le coup. Alors bon, faut pas être dupe. Qu'est-ce qu'un procureur ? Un procureur, c'est un préfet judiciaire. C'est quelqu'un qui exécute les ordres du gouvernement, qui poursuit les gens qu'on lui dit de poursuivre, qui ne poursuit pas les gens qu'on lui dit de ne pas poursuivre, et qui surtout porte la parole officielle. Et donc, il a assaisonné l'affaire à la sauce souhaitée par le gouvernement. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est là qu'on voit qu'on est quand même dans un régime de plus en plus totalitaire, c'est que les médias ont tous repris comme parole d'évangile, si j'ose dire, le propos du procureur écartant la piste religieuse, écartant la piste islamiste, malgré les faits, puisque l'auteur des crimes a précisément choisi ceux qui étaient européens pour frapper,
Et il a En tout aussi... cas, il y a des victimes européennes. Il y a des victimes européennes, il les a bien choisies. On n'a pas l'identité de toutes les victimes, mais celles qu'on connaît, effectivement. Bon, il les a bien choisis dans un quartier où il y a plutôt, justement, des non-européens. Et puis, il a fait des allusions nombreuses à la religion et au Coran. Donc, il n'y a pas de doute sur la réalité, l'intentionnalité de l'acte criminel. Alors pour les médias, il y a des doutes. Effectivement, ils préfèrent privilégier l'argument psychiatrique. On le voit par exemple avec cet article de France Info. Attaque de Villeurbanne, l'accès aux soins des demandeurs d'asile et des réfugiés en France est-il déficient ? C'est un cas qui relève de la psychiatrie, déclare un expert joint par France Info. L'auteur de l'attaque de Villeurbanne est un individu malade et si sa situation d'errance n'a pas dû arranger les choses, sa condition de migrant ne serait pas pertinente. Il n'y a pas plus de psychotiques dans les populations migrantes que dans la population française, ajoute un autre expert. Et les journalistes concluent, la question de la prise en charge mentale des demandeurs d'asile et des réfugiés a immédiatement surgi dans le débat public. Alors, effectivement, Jean-Yves, elle a vite surgi cette question. On a un combo de propagande, puisqu'effectivement, on a aussitôt inversé la charge de la culpabilité. S'il y a eu ce crime, c'est pas à cause d'une immigration incontrôlée, c'est pas à cause d'une islamisation incontrôlée, c'est parce qu'on n'a pas tout à fait bien pris soin de tous ces gens qui arrivent. On renverse la charge, et quand on dit, eh bien, le débat public a tout de suite été pris par cette affaire de la prise en charge psychiatrique, c'est une opération de propagande. On constate la réussite d'une opération de propagande. Et puis, on n'est pas à une contradiction près, puisque dans la même phrase, on nous dit la condition de migrant n'est absolument pas en cause, mais après nous avoir dit que la situation d'errance pouvait être l'origine du problème. Et donc, on dit une chose et son contraire, c'est les techniques d'ahurissement habituelles des médias, avec le recours aux experts. Bon, on en a déjà parlé un grand nombre de fois, on appelle la personne qui dit ce qu'on a envie d'entendre, et l'expert qui veut passer à la télévision, qui veut être invité, il sait très bien ce qu'il doit dire pour être réinvité. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors il n'y a pas que les experts qui savent ce qu'ils doivent dire, puisque des journalistes ont cherché à relativiser cet acte, comme l'éditorialiste Michel Taube. Et c'est vrai que si certains demandeurs d'asile, comme ce criminel de Villeurbanne, passent à l'acte, c'est parce que, effectivement, ils ne sont pas accompagnés, ils ne sont pas suffisamment pris en charge, ils sont dans une très grande fragilité psychologique. Même volonté de relativiser chez Aurore Laluc, eurodéputée PS, invitée sur LCI. Rappelons-nous de ce que dit le défenseur des droits. Le problème aussi, ce sont les camps. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas accueillis correctement, contrairement à ce qu'on dit. Oh bah c'est très simple, c'est toujours l'inversion de la charge de la culpabilité. C'est parce que la France n'est pas assez bien occupée d'eux qu'il y a un problème, quoi. Voilà. On ne cherche pas du tout la cause, on accuse ceux qu'on ne devrait pas accuser. Voilà. Alors, autre exemple de parti pris médiatique, eh bien, cette vidéo de Damien Fleureau, chef du service politique de CNews. C'est qu'il y a des faits divers qui ne sont pas des faits divers, qui sont des drames, qui sont hebdomadaires dans toutes les régions de France. Des viols, des agressions, des meurtres, qui sont le fait de migrants. C'est pas nous qui le disons, c'est la presse quotidienne régionale qui le relate. Les drames, ils sont avant tout en Méditerranée, quand il y a des naufrages de bateaux et des migrants qui meurent par dizaines. Toujours le même phénomène. Monsieur Odoul parle des drames qui se passent en France, très nombreux. Et le journaliste, c'est pas un homme politique, c'est le journaliste, le chef du service politique de CNews, lui dit oh mais tout ça c'est pas bien grave. Ce qui est important, c'est ce qui se passe en Méditerranée, où il y a des migrants qui se noient ou se noieraient. Sauf que les migrants qui se noient ou qui se noieraient en Méditerranée, c'est la responsabilité des passeurs et des organisations qui soutiennent les passeurs. C'est pas les gouvernements européens, les Français ou les Européens qui sont responsables de cela. Par contre, on est responsable de ce qui se passe sur notre territoire. Mais c'est pas grave. La mort de Timothy, c'est pas grave. On préfère évoquer des choses qui ne relèvent en rien de la responsabilité des Français. Et ce qui est intéressant aussi dans cette volonté de minimisation, et vous parliez du gouvernement, eh bien c'est que Christophe Castaner avait été pris en flagrant délit de déclarer que le saccage d'une permanence de La République En Marche était un attentat, et au soir de l'agression islamiste, et qui peut s'apparenter à un attentat, eh bien il employait le terme d'agression, un terme neutre. Voilà, le deux poids deux mesures est quand même costaud. Hein. Alors là, évidemment, c'est un homme politique, mais ces termes sont repris par l'ensemble des médias. Effectivement,
taguer une permanence de La République En Marche, c'est un attentat. Et un meurtre, ça devient une agression. Et là, il y a un problème quand même, y compris parce que c'est pas n'importe qui, c'est le ministre de l'Intérieur. Il y a tout de même un problème de qualification pénale. Un meurtre, ce n'est pas une agression, c'est un meurtre. Et un tag, c'est une dégradation, c'est pas un attentat. Il faut quand même utiliser le vocabulaire qui convient. Alors, autre éditorialiste qui s'est prononcé sur ce drame, eh bien, c'est Olivier Mazerolle qui, lui, a préféré bien attaquer l'extrême droite. Pour lui, c'était un prétexte tout trouvé pour l'extrême droite. Il a déclaré « Le parti de Marine Le Pen utilise le même procédé que celui de Matteo Salvini ou en Allemagne avec le parti d'extrême droite AfD qui a soutenu les chasses à l'étranger et les saluts hitlériens à la suite de l'assassinat d'un Allemand par 2 réfugiés syriens. » Jean-Yves ? Alors ça, c'est le mensonge qui a été constaté, puisqu'on se souvient qu'à l'époque de ces faits, c'est-à-dire une manifestation contre des meurtres en Allemagne, il y avait eu un montage de la part de Mme Merkel, un montage médiatique et des médias, expliquant qu'il y avait eu des chasses à l'homme, des chasses aux étrangers, et un salut nazi. Il se trouve qu'à l'époque, le chef de l'Office fédéral de protection de la Constitution, donc le chef, on peut dire, de la police politique allemande, le service de renseignement intérieur. Le service de renseignement intérieur allemand avait dit non, ce n'est pas vrai, il n'y a pas eu de chasse à l'homme. Et d'ailleurs, il a ensuite été démis de ses fonctions. Eh bien, tout ça a été parfaitement démonté, notamment puisque le chef des services de renseignement intérieur allemand, M. Maassen, a dit les choses. Mais M. Mazerolle, c'est pas arrivé jusqu'à M. Mazerolle. Même si ça avait été le cas, l'AfD n'aurait pas soutenu de toute manière. Et même si ça avait été le cas, évidemment, l'AfD n'aurait pas soutenu. L'AfD, c'est un parti qui se présente à des élections, qui est un parti respectable, qui se présente à des élections. Donc on a en quelques lignes un ensemble de mensonges. Mais je pense que Mazerolle, il est presque de bonne foi, probablement. Parce que c'est ce qu'on explique très régulièrement ici. Le mensonge initial a un impact considérable et le démenti, on en parle à peine. Donc qu'est-ce qui reste dans les mémoires ? Qu'est-ce qui reste dans la mémoire de M. Mazerolle, qui est un grand journaliste depuis 40 ans ? Qu'est-ce qui reste dans la mémoire de M. Mazerolle ? Il reste le mensonge, il ne reste pas le démenti du mensonge, qui ne lui est peut-être jamais arrivé. Et puis ça ne l'intéresse pas. Puisque s'il a une carrière aussi longue, M. Mazerolle, c'est parce que c'est un bon serviteur du politiquement correct. Sinon, il y a longtemps qu'il serait parti. En tout cas, s'il avait voulu être au courant des choses, il aurait fallu qu'il regarde immédiat. On espère qu'il va regarder plus souvent. Voilà. Passons... On va lui prescrire. On va lui prescrire, effectivement. Passons à la revue de presse. Alors Jean-Yves, première actualité médiatique intéressante de la semaine, c'est cette une de TV Magazine avec Yann Barthès qui proclame « Je préfère être bien pensant que le contraire ». Alors dans le texte, ça donne « Je peux comprendre qu'on me reproche un côté bien pensant, mais je préfère ça que le contraire. On a des valeurs que l'on porte haut comme l'antiracisme, les droits LGBT, la liberté individuelle ». Au moins... il avoue son côté politiquement correct. Voilà, il avoue, il fait de la propagande politiquement correcte, la propagande antiraciste et la propagande LGBT, c'est les deux axes parfaitement complémentaires. Donc là, c'est parfait. Alors évidemment, quand il dit la défense des libertés individuelles, là c'est un mensonge, évidemment, parce que la propagande antiraciste d'un côté, la propagande LGBT de l'autre, implique précisément la réduction des libertés individuelles, en tout cas de la liberté d'expression, puisque ça implique de poursuivre tous ceux qui ne pensent pas de manière correcte, en les qualifiant de racistes ou en les qualifiant d'homophobes. Donc là, les libertés individuelles, là, non. Alors, deuxième élément, c'est l'arrivée du terme féminicide dans les médias et qui s'impose. C'est Claude Cholet, président de l'OGIM, qui le note dans un tweet. On a une de Libération aussi sur le 100e féminicide. Donc on voit que le terme féminicide s'impose. Voilà, alors le 100e féminicide, il y a eu depuis le début de l'année à peu près 400 meurtres. Donc il y a quand même 300 meurtres qui ne font pas la une de Libération. Le terme féminicide, il s'impose. C'est un terme de novlangue, ça n'existait pas il y a 6 mois. Ça n'existait pas il y a 6 mois, c'est un terme de novlangue, et il s'impose par un matraquage médiatique infiniment répété, et un matraquage médiatique inspiré au départ par le gouvernement, par Mme Schiappa, et repris ensuite par les perroquets du gouvernement, c'est-à-dire les médias mainstream.
Alors il y a une petite, il y a un tweet que je vous présente là où on voit 2 cartes côte à côte. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu à nos téléspectateurs quelles sont ces 2 cartes? On voit Eh bien, il y a d'abord une carte qui prend les violences d'hommes contre des femmes. C'est une carte qui n'est pas tout à fait récente, qui date de 2007, mais c'est pas les meurtres, c'est les violences d'hommes contre les femmes telles qu'elles sont recensées par 100 000 habitants. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette carte? On voit qu'il y a des endroits où il y en a plus qu'ailleurs, et il y a notamment 2 zones noires où il y a un nombre particulièrement élevé de violences masculines contre des femmes. C'est le département du Val d'Oise et le département de la Seine-Saint-Denis. Je laisse chacun conclure. Et puis il y a une deuxième carte qui est tout à fait intéressante, qui a été publiée par Jérôme Fourquet, qui est la carte des prénoms musulmans donnés aux jeunes garçons. Et les 2 cartes, elles se superposent. Alors ça peut tout à fait s'expliquer, car effectivement, l'islam et le Coran légitiment tout à fait les violences faites aux femmes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violences faites aux femmes de la part de gens qui ne sont pas musulmans. Bien évidemment, c'est un phénomène qui touche quand même plus ou moins tous les milieux sociaux, toutes les origines ethniques. Mais c'est pas étonnant que dans les zones frappées par l'avancée de l'islam, il y ait plus de cas que dans les autres. Tout simplement parce que l'islam considère ça comme normal, finalement. Et puis, s'il y en a qui veulent démentir mon propos, eh bien, c'est très simple. Qu'ils produisent des cartes, non pas par département, mais par quartier. Alors là, on verra, ça sera un peu plus précis. Et puis, s'il y en a encore qui veulent démentir ce propos, eh bien, qu'ils répondent à la demande de l'écrivain Renaud Camus, qui dit, écoutez, il y a 100 féminicides depuis le début de l'année, féminicides, 100 meurtres de femmes par leur mari, leur conjoint, leur compagnon. Eh bien, si on veut savoir ce qui se passe vraiment, qui ça touche, à la fois par les origines ethniques ou par les origines sociales, publions les noms et les prénoms des victimes et des meurtriers ou des suspects de meurtre. Voilà. Et puis là, on pourra peut-être savoir qu'est-ce qu'il faut faire, au lieu de faire une grande opération de culpabilisation générale qui a en fait 2 buts, contribuer à culpabiliser un peu plus les hommes, ça fait partie de la propagande générale, et ramener des sous pour les associations féministes et les amis de Madame Schiappa. Voilà, c'est ça l'opération. Eh bien, justement, puisqu'on parle d'islam et de féminisme, il y a l'Obs qui, au moment d'une opération islamiste en faveur du burkini, a parlé d'un happening féministe. Donc c'est plutôt bien ça. C'est de la novlangue, je crois que c'est comme ça que vous l'appelez. C'est aussi de la novlangue, oui, parce que c'est une opération, comme vous l'avez dit vous-même, une opération de propagande islamiste. Ça devient un happening féministe, comme si affubler les femmes de burkini ou de burqa avait quoi que ce soit à voir avec la liberté féminine. Autre sujet, en Espagne, on apprend qu'un collectif vegan antispéciste, transféministe et libertaire sépare les poules des coqs pour éviter les viols, avec une magnifique photo. Magnifique. Ouais, donc, magnifique. Je ne la commenterai pas parce que là, je sortirai des clous. Non, je ne la commenterai pas. Alors, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont antispécistes. Elles sont transféministes. Oui, véganes et libertaires. Véganes et bon, ça fait beaucoup de mots. C'est beaucoup de mots. Alors, on va juste dire antispécistes. Qu'est-ce que c'est qu'antispéciste? C'est les gens qui nient les différences entre les espèces, comme on peut nier les différences entre les races et passer à l'étape supérieure. Alors, moi, personnellement, je pense que l'animal est une personne et que l'animal doit être respecté. Il y a beaucoup de livres intéressants sur cette thématique de l'animal qui est une personne. Pour autant, les animaux sont différents des hommes. Oui, un petit peu, légèrement. Ouais. Tout est dans le flux du vivant. Les hommes sont dans le flux du vivant, les animaux sont dans le flux du vivant, mais il y a évidemment des différences. Alors, ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est que ces femmes antispécistes, elles projettent quand même leurs fantasmes sur les gallinacés. Parce que qu'est-ce qu'on sait
Qu'est-ce que souhaitent les gallinacés? Est-ce qu'ils souhaitent absolument que les poules soient séparées des coqs? Est-ce que les poules souhaitent être séparées des coqs? Les coqs, sans doute, ne souhaitent pas être séparés des poules. Mais c'est pas sûr non plus que les poules... Comment on sait ce qu'ils veulent? Enfin, c'est quand même du délire absolu, quoi. Oui, elles ont l'air de savoir, en tout cas. Ah oui, absolument, oui. Elles sont inquiétantes. Hein. Ouh là 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 là. Légèrement. Autre sujet, celui de la fraude sociale. On va regarder tout de suite cette vidéo de Charles Prats. Mais c'est vraiment le scoop que la mission a donné hier, c'est qu'on a 17 millions de numéros de sécurité sociale de gens soi-disant en vie en trop en France. Par rapport aux gens qui existent réellement au recensement INSEE, dont 3 millions de centenaires. Je ne sais pas, que tout le monde ouvre la porte, la fenêtre, regarde dans la rue. Il y aurait normalement des centenaires partout dans le pays. Voilà. Et après, on vient nous dire que le système est très bien géré, que la Cour des comptes vient nous certifier les comptes de la sécurité sociale, et on a quand même 20% d'identité en plus par rapport à celle qui devrait exister. Bon, alors le juge Prats, qui est un juge de l'APM, de l'Association professionnelle de magistrats, donc considéré comme assez à droite, qui est un juge qui prend des libertés, qui ose exprimer des choses politiquement correctes, ça a été un excellent lanceur d'alerte, parce que ça fait des années qu'il attire l'attention sur l'importance de la fraude sociale, l'importance, en tout cas, le risque élevé, dans la mesure où, comme il le dit, on a 80 millions de personnes dans la base de données des cartes vitales, et dont 3 millions de centenaires, ce qui fait quand même beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il y ait autant de fraude, bien sûr, mais ça veut dire qu'il y a de la fraude possible, et d'autant plus que ces surnombres sont en très large partie des surnombres de personnes nées à l'étranger. Donc il y a quand même un vrai risque. Et le juge Prats a réussi à faire émerger ce vrai risque, puisque des parlementaires se sont penchés sur la question. Voilà, bravo au juge Prats. D'ailleurs, le rapport définitif devrait sortir avant la fin de l'année. Autre sujet, celui de la censure du site de réinformation régionale que nous connaissons bien, Braise Info, qui fait un très bon boulot. Et Google Actualité a décidé de le déréférencer. Ils sont toujours présents dans Google, dans le moteur de recherche, mais par contre, dans la section Actualité, ils ne sont plus répertoriés, ce qui inquiète beaucoup Yann Valéry, le rédacteur en chef de Braise Info, que nous avons pu joindre. On pense qu'on a été victime d'une campagne de délation de je sais pas quel lobby ou petit groupe de pression. Les conséquences pour Braise Info, elles sont immédiates, c'est-à-dire une perte d'audience qu'on a constatée ces dernières semaines, puisque Google Actualité était notre troisième source d'arrivée sur le site Braise Info. Les solutions, on va multiplier la présence sur les réseaux sociaux, qui là aussi ne tiennent qu'à un fil. On invite surtout nos lecteurs à s'inscrire à la lettre d'information, à la newsletter. On étudie également les éventuels recours juridiques qu'on pourrait mener pour au moins avoir une réponse de Google. Si vous voulez, c'est une affaire assez typique. Braise Info, c'est le meilleur site de réinformation régionale, le plus dynamique, le plus actif. Les autres sont performants aussi. Les autres sont performants, mais moi, c'est le navire amiral de la réinformation régionale. Donc, comme ça marche, on leur coupe la référencement Google Actualité, ce qui est évidemment un handicap. Ça leur fait passer quelques cases en arrière. On connaît l'affaire. Quand le compte YouTube de TV Liberté a été supprimé il y a maintenant un peu plus d'1 an. Et après, vous repartez, et voilà. Bon, donc ça, c'est classique. Bon, ils vont pas se décourager. Non, les connaissants, ils vont pas se décourager. Ouais. Il faut les soutenir. Il faut, tous ceux que ça intéresse, c'est vraiment Braise Info, ça vaut le coup, s'abonner à leur newsletter, et puis leur envoyer un petit chèque éventuellement pour les aider, parce que, voilà. Toujours pareil. Alors, à l'international, maintenant, retour sur la situation en Afrique du Sud avec des émeutes entre Africains du Sud et entre étrangers. Et donc, on va le voir ça avec cette vidéo de l'AFP. La situation, l'Afrique du Sud est en voie de dégradation considérable, perte d'ordre public, agression, etc. Là, c'est des agressions de Noirs contre des Noirs, donc on nous en parle,
mais il y a des milliers de fermiers blancs qui sont assassinés. Là, les médias n'en parlent pas. Je crois tout simplement que l'Afrique du Sud est aux mains du pouvoir noir depuis maintenant plus de 20 ans, plus de 20 ans, et que le chaos est en train de s'installer progressivement. C'était le pays le plus développé d'Afrique, le plus calme d'Afrique finalement pendant très longtemps, et c'est aujourd'hui un pays qui est en train d'aller vers le chaos. Voilà, c'est comme ça. Passons au sujet suivant, condamnation inique, silence médiatique. Trois militants identitaires, Damien Rieu, Romain Espinot et Clément Galland, ont donc été condamnés à des peines très lourdes après avoir mené une opération symbolique de protection de la frontière franco-italienne au col de l'Échelle dans les Alpes. Les condamnations sont donc très lourdes, 6 mois de prison ferme et des amendes très fortes, 75 000 € d'amende pour la personne morale Génération Identitaire. Jean-Yves, on voit donc que la condamnation est extrêmement sévère. Oui, alors, elle est extrêmement sévère. L'intentionnalité qui est déterminante en matière pénale n'est absolument pas prouvée. Le jugement fait appel aux témoignages de clandestins dont on ne connaît pas ni l'âge ni l'identité, donc c'est dire un peu le sérieux des choses. Ce qui est très intéressant, c'est le cheminement. Première étape, quand il y a l'opération des identitaires dans les Hautes-Alpes, le procureur, on demande au procureur, les gauchistes demandent au procureur de poursuivre, il dit non, il n'y a pas matière. Il n'y a pas matière à poursuite. Et puis, 3 semaines plus tard, le procureur reçoit des instructions de la garde des Sceaux, en tout cas, il change d'avis, Madame Belloubet, et ben, il reçoit une circulaire déjà, et puis il reçoit le petit coup de téléphone qui va bien avec. Hein. Bon, sans doute, on n'en est pas sûr. Écoutez, faut quand même être un peu sérieux, être un peu sérieux en la matière. Je me fais l'avocat du diable. Savoir comment fonctionnent les préfets et les procureurs. J'ai quelques idées de la question. Bon, et donc il reçoit le petit coup de fil qui va bien, et il engage des poursuites. Il en a reçu l'ordre. Il engage, c'est le procureur. Encore une fois, c'est le préfet judiciaire. Bon, il engage des poursuites. Et puis après, eh bien, qui est chargée du jugement, ben, c'est la présidente du tribunal, Madame Lafarge, qui s'auto-désigne, ce qui est son droit, et qui choisit 2 assesseurs, dont un des assesseurs qui est une magistrate précisément à titre temporaire. On peut imaginer le degré d'indépendance d'une magistrate à titre temporaire. Vous voulez dire qu'elle sera peut-être un peu moins rétive à la condamnation lourde, c'est ça ? Elle va de faire ce que lui demande. Enfin, on peut craindre qu'elle écoute fortement ce que souhaite la présidente du tribunal. Cette présidente du tribunal, d'ailleurs, elle n'est pas neutre, puisque quand elle était vice-présidente du tribunal de Toulon, elle a participé à un grand séminaire, une grande manifestation pro-immigrationniste avec tout le gratin, la CIMAD, la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, je dois en oublier. Elle n'est donc pas neutre. Et donc, elle entre dans la voie de la condamnation. Je pense d'ailleurs que les identitaires ont de bonnes chances d'avoir un jugement différent en appel ou en tout cas en cassation. Voilà. Parce que quand on lit le jugement, il apparaît d'une très grande fragilité, mais la pression politique à la fois sur le procureur qui doit obéir et sur le président, sur le tribunal qui devrait être indépendant. Enfin, vous savez, il y avait une vieille formule de la Troisième République, il y a un juge indépendant en France, c'est le président de la Cour de cassation, donc qui est tout à fait au sommet de la hiérarchie, et encore s'il n'est pas marié et qu'il n'a pas d'enfant. Ça limite quand même le nombre de gens réellement indépendants. La formule est belle. La formule est belle. Elle est classique. Ceci étant, je suis tout à fait injuste parce qu'il y a quand même des magistrats indépendants. On l'a vu avec le juge Prats tout à l'heure. Il y a eu pendant très longtemps en Vendée un juge qui était indépendant, qui était le juge Didier Gallo, parce il avait renoncé à toute promotion. C'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est sûr que, Nicolas, si on vous propose un poste à TF1, vous irez. Ah ben, sans aucune hésitation, je vous abandonne totalement. Voilà. Voilà, oui, ce que c'est que l'indépendance des journalistes. Alors, effectivement, la sévérité du jugement a été
Et le traitement médiatique de cette condamnation, eh bien, il a été évidemment partial. On a l'AFP qui a produit une dépêche qui a été reprise par de nombreux médias, comme par exemple le Huffington Post, qui parle d'une action anti-migrant. Donc le terme n'est pas neutre, en parlant de génération identitaire comme d'une association d'extrême droite. France 24 qui reprend encore la dépêche, qui parle de militants d'extrême droite. Le Parisien qui parle d'associations d'extrême droite également. À l'inverse, eh bien, Russia Today s'est illustré puisque, certes, la dépêche AFP est reprise, mais les journalistes l'ont enrichi de plusieurs éléments, ce qui est donc un vrai travail de journaliste, effectivement, qui est à noter. Et surtout en l'expurgeant des termes politiquement corrects d'extrême droite. Par exemple, au lieu d'opération anti-migrants dans le titre, on a opération dans les Alpes. Donc, Jean-Yves, on voit qu'il y a eu quand même un biais médiatique, général, sauf pour certaines. Russia Today a fait un travail journalistique normal, c'est-à-dire on vérifie, on essaye de comprendre, on n'utilise pas des termes inutilement polémiques, voilà. Bon, ils ont fait ce que tous les autres auraient dû faire, on va dire. On devrait faire des stages de déontologie journalistique aux gens de l'AFP à Russia Today, je trouve. Ce serait pas mal, ça. Effectivement, il y a quelque chose qu'on note, c'est quand même que globalement, les journalistes ont fait un peu le service minimum. Ils ont retranscrit la dépêche AFP et puis pas beaucoup plus. Oui, parce que malgré tout, condamner à de la prison ferme pour une action politique, c'est quand même pas trop, ça passe pas tout à fait bien dans la culture française d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc les salles de rédaction ont dû se dire que c'était un jugement unique. Fallait pas en faire trop, quoi. Voilà. Ouais. Fallait pas en faire trop. Alors, autre problématique posée par ce jugement, eh bien, c'est le 2 poids, 2 mesures médiatique. Pour parler de ce traitement médiatique, eh bien, nous avons contacté Damien Rieu. Le traitement médiatique a été globalement, je dirais, factuel. C'est contenté de donner le jugement, mais c'est vrai, peut-être on aurait pu être plus interrogé pour faire part de notre réaction. Et c'est vrai que dans des cas où les inculpés auraient été d'une autre tendance politique, je pense qu'ils auraient eu le droit à la parole, ils auraient eu le droit de s'indigner, de faire la tournée des plateaux, etc. Ce qui n'a évidemment pas été le cas, en l'occurrence, cette fois-ci. Et effectivement, on se souvient du cas de Cédric Herrou, qui avait été jugé pour avoir hébergé illégalement des clandestins et qui avait, lui, été invité partout, y compris au Festival de Cannes. Lever de la victoire n'était pas de rigueur au Festival de Cannes pour Cédric Herrou. Alors que fouler le tapis rouge du prestigieux festival reste une consécration pour les acteurs, l'agriculteur défenseur des migrants y voit lui plutôt un tremplin. Merci de votre présence. Je le disais, vous êtes devenu un symbole de l'aide aux migrants. En France, en 2017, vous avez été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour soutien à l'immigration clandestine. Mais cet été, il y a eu un événement, une sorte de victoire emblématique. Le Conseil constitutionnel a consacré pour la première fois le principe de fraternité. Alors vous voyez, Herrou, il est accueilli en héros. Hein. Il a été condamné dans un premier temps à 4 mois de prison avec sursis. Et ensuite, le Conseil constitutionnel a inventé une interprétation du principe de fraternité pour qu'il ne soit pas condamné du tout. Or, Herrou, il a conduit une action illégale. Il a soutenu une action illégale. Voilà. Les identitaires, eux, ont voulu faire appliquer la loi, ont demandé à ce que la loi soit appliquée. Donc on voit l'inversion totale des valeurs par le pouvoir judiciaire et par le pouvoir médiatique, c'est-à-dire qu'on sanctifie celui qui viole la loi et on démonise celui qui veut défendre son application. C'est l'inversion totale des valeurs de la part des médias, de la part de la justice. Et ce qui est incroyable, c'est que les identitaires, notamment Damien Rieu, n'ont pas été contactés par les journalistes. L'AFP a contacté un de leurs avocats, mais c'est tout. Et les journalistes des rédactions ne les ont pas appelés et les ont encore moins invités. Ce qui est quand même, quand on prétend être journaliste, ce qui est quand même incroyable. Oui, et alors que Herrou, lui, était... le tapis rouge pour lui. Tapis rouge. Tapis rouge. C'est autre chose. Tapis rouge. Tapis rouge pour l'un, barreau de prison pour les autres. Exactement. Passons au troisième sujet, vers le réveil allemand. Alors Jean-Yves, en Allemagne, il semblerait que l'AfD ait réalisé une percée électorale. Oui, alors il y avait des élections dans 2 Länder allemands à l'est, le Brandebourg autour de Berlin et la Saxe autour de Dresde. Et l'AfD, le parti identitaire allemand,
a quasiment triplé le nombre de ses voix et le nombre de ses sièges, en étant à 28% dans un cas, 23% dans l'autre, ce qui est tout à fait remarquable dans le cadre d'une mobilisation des abstentionnistes, puisqu'il y a eu une très forte participation, et en fait les abstentionnistes se sont mobilisés précisément parce que l'AfD a tenu un discours sur les sujets essentiels, à savoir l'invasion migratoire et la montée de la délinquance immigrée. Ils ont traité ces sujets-là, et c'est précisément parce qu'ils ont traité ces sujets-là, qui étaient des vrais sujets, que eh bien, les électeurs se sont déplacés. Le Monde le reconnaît d'ailleurs en disant que c'est un discours radical, enfin ils utilisent leur expression. Mais c'est ça qu'il faut retenir. Ça a été d'ailleurs un peu analysé par la presse, là. Bon, avec des termes polémiques, bien entendu. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on tient un discours fort, correspondant à la réalité, bah, ça bouge un peu les électeurs. Alors, vous parliez d'analyse polémique, de termes polémiques employés par les journalistes. On a le journaliste de RFI en Allemagne, Pascal Thibault, qui déclare que les résultats de ces élections sont inquiétants. Donc effectivement, voilà, radical pour les uns, inquiétant pour les autres. Oui. Mais radical, ça a un côté, enfin radical, qui va aux racines, hein, donc c'est assez juste. Ça, c'est juste. Bon, enfin, ce qui va aux racines. Inquiétant, bah là, évidemment, on se place dans le camp de la peur. Bah, les auditeurs de RFI qui veulent se renseigner sur l'Allemagne ont droit à une couverture journalistique peu suspecte de neutralité, quoi, on va dire. Voilà, peu suspecte de neutralité, absolument. Bah oui, mais ça, c'est ça le secret de la carrière journalistique, c'est d'être peu suspect de neutralité. Eh bien, Jean-Yves, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était donc la première de cette nouvelle mouture immédiate. Il y aura forcément des ajustements qui viendront peut-être dans les semaines qui viennent. Nous espérons que le nouveau format de cette émission vous a plu et vous plaira. Et puis, Jean-Yves, à la semaine prochaine. Oui, et puis que nos amis web spectateurs n'hésitent pas à commenter. Oui. S'ils peuvent éviter de trop nous rafaler, c'est plus sympa. Mais bon, enfin, qu'ils nous disent, voilà, après, on essaiera. C'est un numéro... c'est le 262e numéro d'Immédiat. C'est le premier de la nouvelle formule. Ça sera amené à se roder, bien sûr.